Bonsoir à tous, bienvenue pour le 10e podcast, déjà 10e podcast des supporters de l'ETG. Après cette deuxième victoire de suite, victoire en coupe à Guingamp, 2-1. Il va y avoir 2-3 petits trucs à raconter. Première mi-temps, et puis après une deuxième mi-temps un peu différente, et résultat sympa au bout. Donc voilà, on va voir ça ce soir avec Arnaud. Bonsoir ou bonjour à tous, Arnaud, qu'on retrouve sur @teametg sur Twitter. Je suis un petit peu malade ce soir, j'espère que vous me pardonnerez si ma voix déraille ou que j'ai légèrement du mal à parler. Voilà, il a trop crié hier soir pendant le match, on va dire. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles je suis malade ce soir, en effet. Et également Fred. Salut tout le monde, Fred de croix-de-savoie-fans.net. Donc voilà, on va pouvoir revenir sur ce match à Guingamp et de commencer à parler un peu du match de Toulouse qui vient déjà samedi. Et donc voilà, hier soir les Croix de Savoie nous ont offert un podcast supplémentaire à faire au mois de décembre, puisqu'ils se sont qualifiés à Guingamp. Une première période assez moyenne, assez dans le ton des précédentes prestations. Une deuxième mi-temps nettement plus aboutie, autant dans le jeu que dans l'envie. Ça y est, on a commencé à revoir des trucs super intéressants. Et au final, voilà, une qualification qui va faire beaucoup de bien, sans doute, sur le championnat, puisque c'est la deuxième victoire de suite, même si ça fait que 3 points pour le maintien. Alors la question que j'ai envie de vous poser sur ce match-là, c'est que l'année dernière la Coupe de France avait créé une dynamique qui avait permis le maintien également en championnat. Est-ce que, à votre avis, vu qu'on la Coupe a servi aussi cette fois-ci à gagner, est-ce que ça pourra servir à arriver en championnat? À se relancer. Fred, tu veux commencer ? Oui, de toute façon, les matchs de coupe, on sait que pour un club comme le nôtre, on ne peut pas se permettre de les snobber, donc automatiquement c'est des matchs qu'on joue à fond et qui peuvent, le cas échéant, si la situation au championnat est délicate, permettre de rebondir, puisque les joueurs, ils n'ont rien à perdre sur des matchs comme ça, c'est une élimination, on est éliminé, voilà, la compétition se termine, mais on a toujours le championnat. Et donc, ça permet de jouer plus libéré et de pouvoir engranger de la confiance. Donc, c'est sûr qu'on peut faire le parallèle par rapport à la saison dernière. C'est possible que, en tout cas, c'est même, je pense, sûr, puisque là, ça fait un deuxième succès consécutif, que cette victoire à Guingamp va permettre de vraiment commencer un redressement. Et toi Arnaud, est-ce que tu penses que le fait que finalement c'était un match normal dans le sens où aucune des deux équipes n'a galvaudé le match, puisqu'il y avait quand même des bons joueurs sur le terrain, ils ont pas, même Guingamp n'a pas joué ce match-là avec une équipe B, avec une équipe de Guingamp qui était quand même qui est toujours cinquième d'ailleurs du championnat et deuxième à domicile. Est-ce que c'est un très bon résultat tenant compte de ça et que ça pourra servir pour la suite du championnat ? Je pense que c'est évidemment un très bon résultat et que ce type de résultat, ce type de match ne peut que galvaniser une équipe et puis les pousser vers, pourquoi pas, reproduire ce genre de prestations. Comme tu l'as très bien dit et comme Fred a pu le dire précédemment, on a eu cette dynamique grâce à la Coupe de France la saison dernière. Dans un club comme le nôtre, ce sont toujours des matchs bons à prendre. On peut pas parler d'accumulation de matchs. Je pense que les joueurs ont le niveau et la capacité d'enchaîner 2 matchs dans la semaine, une fois par mois. C'est pas quelque chose d'insurmontable. Et ça peut que être du positif. C'est des matchs à élimination directe. Tant qu'on continue, on peut toujours rêver à aller le plus loin possible. Et si un jour on venait à être éliminé, ce serait pas non plus dramatique. C'est des matchs à prendre au jour le jour, des matchs à prendre au coup de goutte, et ça ne peut que être galvanisant pour l'équipe. Super. On va passer directement au top et flop pour revenir un peu plus sur la prestation. Peut-être un petit point aussi sur. Moi j'ai beaucoup lu sur un peu partout et que cette première mi-temps était pas terrible.
Moi, par contre, même si on était mené à la mi-temps 1-0, j'ai trouvé que dans l'intention, alors après dans le jeu, c'était pas forcément évident, mais dans l'intention, on avait retrouvé une équipe qui rentrait dans l'art, qui avait envie de récupérer les ballons, qui était peut-être plus concentré, qui était plus impliqué. Et par rapport à ça, je me faisais pas forcément d'inquiétude sur ce match-là, que sur la capacité à revenir en deuxième mi-temps. Alors j'aurais aimé avoir votre avis sur savoir si je suis le seul à avoir trouvé que cette première mi-temps était pas si mauvaise que ça. Fred, je crois que tu as quand même trouvé que c'était pas terrible, toi. Non, en général, non, ça n'a pas été une très belle première mi-temps. L'envie était peut-être présente, beaucoup moins en tout cas visible que celle qu'on a pu voir en deuxième période, mais c'était une envie qui était désordonnée, on courait un peu dans tous les sens. Et on était derrière, on était toujours à contre-temps. On s'est fait prendre dans notre dos assez régulièrement. Au milieu de terrain, on avait Sorlin qui essayait de tenir la baraque à lui tout seul à la récup, donc chose qu'il a très bien fait pendant ce match. Et puis devant, on avait l'impression de voir des joueurs qui étaient un peu perdus, qui couraient, qui se donnaient, qui là-dessus, voilà, ils faisaient avec leurs moyens. Mais voilà, c'était désordonné, c'était un peu à l'envers, un peu léger aussi physiquement, faut le dire. Et puis après, il y a eu une mi-temps, 15 minutes, et là, métamorphose complète. Vraiment quelque chose, un deuxième visage. Et là, on a retrouvé une équipe vraiment, alors, qui était toujours dans cette même dynamique depuis Valenciennes, un peu d'envie, mais avec techniquement un autre niveau. Et on a vraiment eu un deuxième souffle sur cette deuxième période qui a été vraiment très intéressant, qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs matchs, peut-être depuis Lyon. Pour moi, une intensité et un impact pour moi qu'on n'avait pas retrouvé depuis Lyon sur cette deuxième période. Ouais. Le deuxième but est par exemple très significatif par rapport à ça, par rapport à l'envie donnée en deuxième mi-temps. Il y a déjà une tentative de Nistor qui est vraiment pas très loin de rentrer, qui est bien sorti par le gardien. Ensuite, les différents acteurs qui sont dans la surface font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de marquer. Alors c'est vrai que c'est un but à l'arrache, un peu pourri, mais en fait il est pour moi très parlant par rapport à ça, par rapport à l'envie qui a été donnée en deuxième mi-temps, c'est-à-dire un mec qui tente, un autre qui s'arrache pour récupérer, qui tente sa chance sur un centre frappe Eretz, et ensuite Cambon qui fait tout ce qu'il peut pour la mettre dedans, qui se bouge pour la mettre dedans, et ouais, moi j'ai trouvé que c'était bien symbolique ce but-là. Mais voilà, par rapport à la première mi-temps, ben oui, effectivement, c'était pas terrible. Individuellement, c'était beaucoup plus abouti que collectivement en deuxième mi-temps. T'en penses quoi, Arnaud, toi? Moi, je serais plus de l'avis de Fred. Je pense qu'il y a eu de l'envie dans les deux mi-temps. Sauf qu'en première mi-temps, c'était plus de l'envie individuelle, c'est-à-dire que chaque joueur avait une envie plus ou moins grande, mais chaque joueur avait envie de bien faire, mais chacun pour eux. Il n'y avait pas d'envie collective, il n'y avait pas une volonté collective et commune. Et cette volonté, on l'a très clairement vue en seconde période, et ça s'est matérialisé par ces deux buts. Et comme tu l'as très bien dit, le deuxième but est le parfait exemple de cette volonté commune, puisque il y a une volonté, c'est celle de marquer. Peu importe le but, peu importe la manière, et on l'a vu, c'est pas non plus le plus beau but qu'on ait pu voir avec les Croix de Savoie. Mais voilà, il y avait cette volonté, cette envie collective, et ça faisait vraiment très plaisir à voir. Après, pour la première mi-temps, il faut relativiser aussi également. Comme tu l'as dit, on affrontait une équipe de Guingamp qui était en pleine bourre, qui était 5e du championnat. C'était pas non plus n'importe qui. C'est vrai que c'est un promu, mais c'est un promu qui marche sur l'eau en ce moment, un peu à l'image de Reims, qu'il a prouvé aussi hier soir face à Monaco. Oui. Et d'ailleurs, on peut constater, pour en revenir sur l'aspect coupe, que déjà en tout cas les deux favoris qui faisaient ce tour-là sont éliminés, Lille et Monaco. Et que, entre guillemets, il ne reste que ceux qui vont rentrer, qui ont joué la Coupe d'Europe.
c'est-à-dire le PSG, Marseille et à plus faible échelle. Bordeaux, grosse équipe. Oui, mais c'est ce que j'allais dire. À plus faible échelle, Lyon, Bordeaux, Nice, peut-être pas à plus faible échelle, mais voilà, c'est des équipes qui fonctionnent un peu moins bien. Donc au final, sur les 16 équipes qui va rester pour le prochain tour, on voit qu'il y a quand même pas mal de place pour aller loin. En tout cas, la possibilité, un peu moins de frayeur à avoir. Lille et Monaco étant sortis, ça fait déjà des énormes adversaires qu'on ne jouera pas au prochain tour. Donc, Lille qui a été éliminé par les hommes de Bernard Casoni. Oui, tout à fait. La Coupe de la Ligue, c'est aussi une autre occasion de retrouver des anciens Croix-de-Savoie, donc c'est intéressant. Entre les pensionnaires de Ligue 2 qui sont encore qualifiés, comme Bernard Casoni et d'autres, ça peut être marrant de les retrouver au Parc des Sports. On va enchaîner sur les top et flop. Alors j'imagine que dans ces top et flop, il va y avoir du Hansen, il va y avoir du Nistor, il va y avoir du Sorlin sans doute. Arnaud, tu veux commencer ? Oui, sans problème. Top, je mettrais 2 joueurs. Sabali pour son match, parce que Sabali, c'est de la confirmation de semaine après semaine. Il est énorme. Il est vraiment, vraiment énorme. J'ai pas d'action significative. C'est son match entier. Son match entier est vraiment très, très, très bon. Je sais pas ce que vous en pensez, Yannick et Fred, du match de Sabali. C'est un joueur qui, à travers tous les matchs, a démontré qu'il était constant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont bons par période, qu'on va mettre dans les tops par période. Lui, il est relativement constant. Bon, il est passé au travers la première mi-temps de Rennes, mais c'est vrai qu'à part ça, il a toujours, en fait, on dirait qu'il est toujours en Coupe du Monde des U20, avec la même envie, la même hargne. Il se comporte comme un U20, vraiment à bouffer pour essayer de rester titulaire, et ça, c'est super agréable. Et il est vraiment, vraiment, je trouve moi très impressionnant, de calme, et il sait ce qu'il fait malgré son très jeune âge, et c'est plutôt impressionnant. Ouais. Donc pour continuer dans les tops, je dirais l'entrée de Modou Sougou, qui a fait une très bonne entrée. Ça fait 2 buts en 4 jours, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est plutôt prometteur pour la suite. Donc c'est un petit top, un top espoir, on va dire. Voilà, ce serait un top espoir, Sougou. Et pour les flops, je dirais je vais pas faire Hansen, ou voilà, je dirais Bass, c'est très difficile pour lui en ce moment depuis la blessure de Djadjedje, et depuis qu'il a été repositionné arrière. C'est compliqué. Ça fait 2 mois qu'il est un petit peu aux fraises, 2 mois que c'est compliqué pour lui. Donc vivement le retour de Djadjedje, qui puisse retrouver son milieu de terrain. Je pense que ça ira beaucoup mieux pour lui. Oui, il va y avoir une sacrée concurrence d'ailleurs à ce poste de milieu droit quand Djadjedje sera rentré, parce qu'il va y avoir Vass, il va y avoir Nistor qui a reçu beaucoup de louanges de Pascal Duprat lors de la conférence de presse cet après-midi, et il y a Benezet. Ça fait quand même 3 bonhommes pour un seul poste, même si on peut imaginer qu'il y en a un deuxième qui puisse jouer ailleurs, de l'autre côté ou dans l'axe, mais ça fait une sacrée concurrence. Fred, tes top et flop? Alors, au niveau des tops, je dirais Sorlin, qui a été présent 90 minutes. Comme je disais, il a tenu un peu notre équipe à bout de bras en première mi-temps pour moi. Avec Sabali aussi, dans cette première mi-temps, qui a aussi été très bon. Je vais mettre aussi un bon petit top à Sougou pour son entrée avec Eric Thieby. Encore une fois, alors bon, je pense qu'Eric Thieby, c'est parti, un titulaire à mon avis dans les prochains matchs, parce que l'activité qu'il a, l'impact qu'il a, très impressionné. Puis des tops d'encouragement pour Nistor et Bertoglio. Alors Nistor qui a beaucoup couru tout le match. En première mi-temps, c'était, comme je disais, un peu désordonné. En deuxième, il a eu plus de ballons à jouer, il était pas mal. Et puis Bertoglio, on a vu une nouvelle fois que c'est pas un joueur de côté. Ce gars, il faut absolument le faire jouer dans l'axe, le faire tourner autour d'un avant-centre pour qu'il prenne les espaces, pour qu'il performe, parce qu'avec sa vitesse, son coup de rein, il peut nous déclencher beaucoup d'occasions. Et donc, même si des fois il tombe un peu facilement,
il percute et il va nous faire du bien, mais il faut vraiment qu'il reste dans l'axe. Ouais. Et puis en flop, oui, bon, Vaz toujours un peu, voilà, même si depuis Valenciennes c'est un petit peu mieux, mais c'est toujours pas ça. Et puis les frappes, les coups de pied arrêtés qu'on a concédés, où Hansen n'a vraiment pas été énorme dans les sorties, même si sur des phases au sol ou sur l'île, il a eu des bons réflexes, mais dans les airs, il a été quand même très léger, je trouve, à plusieurs reprises. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, j'enchaîne sur totalement autre chose, mais qu'avez-vous pensé du but de Guingamp refusé pour une faute sur Hansen, faute ou pas faute? Pour moi, faute. Le coude en avant au niveau du visage, même si Hansen sort très mal et qu'il est fautif, ce que je veux dire, c'est qu'il aurait pu ne pas avoir faute et ça se serait passé exactement de la même manière. Mais à partir du moment où l'attaquant a le coude au niveau du visage, je pense que c'est faute. Très bien, fait, faute ou pas faute? Au début, moi j'ai dit pas faute. Et puis c'est vrai qu'au ralenti, il y a le petit frottement sur le nez. Donc bon, ça peut siffler voilà, ça peut siffler comme ça peut ne pas siffler. Mais bon, si on commence les Guingampais réclament le but là-dessus, nous on a aussi de quoi réclamer sur des phases offensives de notre équipe qui ont été vraiment très mal délibérées par l'arbitre. Voilà, c'était juste une petite aparté sur une action plutôt controversée. Moi, j'ai aussi une autre vision de cette occasion-là. Alors, vu que c'est les images de France Télévisions, j'ai pas pu le vérifier. Mais il me semble aussi que s'il n'y a pas faute sur Hansen étant à la lutte avec le mec qui fait la tête, celui qui fait retourner étant devant Hansen, ça veut dire qu'il n'y a plus qu'un défenseur sur la ligne. Et que donc le mec qui fait le retourner pour le mettre dedans est hors jeu. Selon l'interprétation qui est difficile à faire vu qu'on n'a pas trop les images. Mais à mon avis, il était peut-être hors jeu aussi. J'ai pas vu les images, mais c'est vrai que décrit comme c'est décrit, il est hors jeu. Il est hors jeu, oui, c'est sûr. C'est possible. Après, ça se joue à pas grand-chose, mais en tout cas, c'est un cas à étudier pour ceux qui aiment bien regarder les images de près. Moi je vais faire aussi mon top et flop. Alors c'est vrai que quelque part j'ai envie de mettre Hansen dans les flops évidemment parce que sur ces sorties cette occasion-là en est l'illustration parfaite. À chaque fois qu'il y avait un Guingampais à la lutte avec lui, il avait beaucoup de mal. Donc là sur les sorties c'était assez horrible et assez effrayant. Mais pour autant, il a aussi sorti quelques arrêts dans le match. Il a été, même si c'était pas de la très très grande classe, il était présent. Donc, d'un autre côté, c'est difficile de le mettre dans le flop parce qu'il nous a aussi sorti deux trois arrêts qui nous ont permis de rester dans le match avant de pouvoir égaliser. Par contre, effectivement, encore une fois, Vaz, pas terrible. Il est fautif sur le but de Guingamp, selon moi. Il est très loin de son défenseur, il le regarde, il se retourne, il le regarde faire la remise et Mongongu est pas loin d'être responsable aussi parce qu'il est pas trop dessus non plus sur celui qui marque. Donc peut-être ces deux-là fautifs. En top, vous en avez pas parlé, mais Cambon quand même. Parce que même s'il n'a pas été très 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 bon défensivement, il est présent pour pousser le ballon sur le deuxième et il fait une ouverture sur Sougou qui est magnifique quand même. Voilà que si c'est un joueur du PSG qui sert Ibrahimovic, voilà tout le monde crie au génie. Donc je pense que son ouverture là elle est quand même super bien sentie et super belle. C'est le genre de réflexes qui sont intéressants à voir apparaître dans l'équipe, des mecs qui se trouvent à la limite du hors-jeu et qui soient décisifs. Donc pour moi il mérite un top. Sorlin, c'est limite habituel quoi. On a presque tendance à même plus voir ce qu'il fait dans le match tellement ça passe comme étant normal. Nistor, j'ai trouvé aussi très très bon. Il a beaucoup apporté en couverture de balle,
en précision, on retrouvait sans la technique un peu le style de jeu de Ninkovic. Ruben aussi a beaucoup gardé le ballon, même s'il n'a pas été très décisif dans le match. Il a bien gardé son ballon, c'était pas trop mal. Et en deuxième mi-temps, les entrées de Tibi et de Sougou étaient super décisives. Même Barbosa d'ailleurs qui est rentré a apporté son style, donc c'était pas mal. Bertoglio effectivement, quand on le retrouvera régulièrement, soit derrière Ruben, soit derrière Berrigo, ça, à mon avis, ça va faire beaucoup de mal. Parce que je crois que Guingamp prend 3 cartons jaunes et je crois que les 3 fois c'est sur des fautes sur Bertoglio. Il y a un penalty obvious sur lui, donc il aura encore plus pu être décisif. Il rate presque un but. Il a un peu trop poussé son ballon pour régler le gardien, mais voilà. Donc on peut trouver plein de petits événements dans le match comme ça où il a apporté quelque chose. Donc pour moi il était bien dans le truc. Et un autre top, c'est une fois n'est pas coutume, Pascal Duprat, parce que pour le coup si l'équipe cette fois-ci s'est réveillée, alors ça marche pas tout le temps, mais si cette fois-ci l'équipe s'est réveillée et que au niveau tactique le replacement de Bertoglio et de Nistor ont été décisifs, c'est aussi par ces changements et la confiance qu'il a donné à Sougou, la confiance qu'il a donné à Thiebi, parce que faire le changement Koné-Thiebi, c'est pas super évident non plus. Koné n'était pas non plus complètement à côté de la plaque. Ruben était court physiquement, mais pas à côté de la plaque. Donc voilà, c'est des décisions qui sont loin d'être évidentes et qui ont payé. Donc voilà, un top aussi pour lui. Quelque chose à ajouter là-dessus? Non. Non. J'ai dit beaucoup de choses. Il y avait peut-être des rebonds à prendre. Tout est dit, et c'était très bien de noter que Duprat y était beaucoup dans cette victoire. Voilà, même s'il fait le modeste, mais il a sa part de responsabilité, autant que des fois on le dit qu'il fait des changements qui sont non décisifs. Cette fois c'était décisif. On va passer à Toulouse. Encore un match dans cette semaine. On enchaîne. Et après 2 victoires de suite, ce qui pourrait être intéressant, c'est de le gagner, évidemment, ce match. De surfer sur la grosse défaite de Toulouse, même si elle est sans doute pour l'instant pas significative de leur état de forme actuel. Mais ce serait intéressant parce que au niveau du goal average et du nombre de points, ils sont 3 points devant nous, et si on gagne, on passe devant eux, et donc on se replace dans le ventre mou du classement avec de nombreuses autres équipes. Et au-delà de ça, en fonction des autres résultats aussi, c'est de pouvoir encore une fois repousser cette ligne du 18e où il y a 3 équipes qui sont quand même un peu détachées, et ce serait intéressant de prendre encore plus d'avance. Alors la grande question, comment joue-t-on samedi pour essayer de gagner ce match? Fred? Peut-être que la solution, dans un moment un peu d'équipe convalescente, on va dire, c'est peut-être de jouer tactiquement le dispositif le plus simple, c'est le 4-4-2. On l'a joué comme ça à Guingamp en deuxième période, ça a bien fonctionné, c'est un dispositif, c'est du classique. Après, ça n'empêche pas d'avoir un des deuxièmes attaquants décroché pour venir épauler les milieux, donc jouer un 4-2-3-1 déguisé, mais dans le principe, revenir aux bases, et donc avec 2 attaquants, on est quand même plus percutant et on peut se procurer plus d'occasions qui ne nous arrivent pas depuis plusieurs matchs en fait. Alors 2 attaquants, tu verrais qui? Moi, je voudrais bien Bertoglio qui soit à nouveau titularisé, enfin qui soit titularisé sur ce match dans l'axe. Après, Sougou, à mon avis, il n'y a plus que lui, puisque Ruben semble-t-il a une petite blessure à l'épaule.
Et de toute façon, Ruben, sur la première période à Guingamp, je le trouvais assez lourd, assez physiquement, à mon avis, il doit être encore, mais à un niveau, il doit être à 10%, parce que voilà, il n'a pas joué quasiment, je crois, de la saison dernière, ou très peu. Il a fait une préparation à la va-vite, où on le met tout de suite dans le bain contre elle, il se pète direct derrière. Donc je pense que physiquement, il doit être vraiment pas prêt du tout, donc laisser sous goût. Et si lui est dispo, le faire rentrer peut-être le dernier quart d'heure un peu voilà, pour amener un peu de son frais malgré tout. Donc Sougou, Bertoglio en attaque, et puis essayer de remettre aussi Nistor sur le côté, avec de l'autre côté Barbosa, Benezet, je sais pas, ou Eret. Après voilà, mais en tout cas en attaque, ouais, j'aimerais qu'on parte avec Bertoglio dans l'axe. Ok. Arnaud, on était en train de se demander comment on allait jouer contre Toulouse pour essayer d'enchaîner une troisième victoire, à savoir avec 2 attaquants, ça semble être la piste la plus intéressante, puisque c'est le système qui plaît le plus à Duprat et qui est souvent le plus efficace. Donc Fred proposait Sougou, Bertoglio attaquant, en tout cas Bertoglio à la limite en 10 dans l'axe, Nistor à droite et Barbosa à gauche, et tu verrais, comme tu as dit tout à l'heure, Thierry pour accompagner Sorlin. Tout à fait. Alors toi Arnaud, qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors déjà, on affronte une équipe de Toulouse qui a pris une sacrée volée la semaine dernière face à Rennes. Donc pourquoi pas essayer de surfer là-dessus, même si ça va être très compliqué, et qu'on sait très bien que c'est pas significatif du niveau de Toulouse. Mais bon, ils sortent d'une sacrée claque, et pourquoi pas essayer de surfer là-dessus. Pour ce qui est de l'équipe, comme Fred, hein, un 4-4-2, je pense que ça semble évident. Vu ce qui a été montré hier dans ce dispositif-là, ça paraît évident de réessayer l'expérience, de rééditer l'expérience. Après, pour ce qui est des 2 devant, je serais du même avec Fred. Je pense que ça a été pas trop mal hier après-midi, ouais. Donc pourquoi pas, en plus il me semble qu'il y a un blessé devant, un nouveau. C'est bien possible que Ruben soit pas, il était déjà pas à 100% physiquement, mais en plus niveau musculaire, c'est bien possible qu'il ne soit pas non plus. Voilà, donc ça limite aussi un petit peu les choix, donc pareil que Fred. Pour les ailes, j'ai pas. Qu'est-ce que tu nous avais dit quoi? Moi j'aurais mis Barbosa et Benezet. Alors lui c'était plutôt Barbosa et Nistor. Voilà, oui, ouais, c'est possible aussi, mais bon, si c'est un choix personnel, j'aurais préféré voir Benezet à droite. Et pour ce qui est des 2 entre guillemets un petit peu plus défensifs, ça aurait été Sorlin et Thierry qui lui aussi a fait un très gros match hier, et qui a prouvé sa très bonne entrée de la semaine dernière. Donc je pense que là-dessus, ce serait une équipe pas trop mal, qui pourrait affronter un Toulouse, comme je l'ai dit, un petit peu fébrile, après avoir pris une énorme claque la semaine passée. Ok. Et la grande question, alors Aldo Angulo n'a pas joué ce match-là parce qu'il a pris une béquille. La dernière petite question sur le 11, est-ce que vous verriez laisser Cambon ou retour d'Angulo? Moi j'y vais. Non, faut remettre Angoula. Parce que même si Cambon donne toujours son maximum, même si il a pour lui 2 petites stats sympas avec hier, une passe décisive et un but. Je veux dire, sur la première période et un peu dans le match en général, même si en seconde période ça a été moins visible, il y a eu quand même beaucoup d'approximations dans le placement. C'était quand même un peu délicat. Je me rappelle une action là où à un moment il est devant Sorlin, quand on subit une attaque de Guingamp. Voilà, je pense qu'avec Mongongu, il faut mettre Angoula. Après, Angoula-Cambon, les 2 ils se connaissent bien, ça peut encore coller, mais avec Mongongu, il faut mettre Angoula pour qu'on ait le patron en défense. Arnaud, du même avis? Pas tout à fait, non. Moi je pense que les matchs de Coupe de la Ligue notamment permettent de faire jouer d'autres joueurs. C'est vrai que Cambon, on l'avait plus trop vu dans ce poste de défenseur central.
Et il a fait une bonne partie. Après, c'est vrai qu'il a été un petit peu fébrile, mais je pense qu'il mérite d'être récompensé de sa bonne partie d'hier par une titularisation demain soir. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est sur ce genre de match comme on a eu hier. Je pense qu'il faut valoriser et récompenser les joueurs qui ont fait un bon match. Donc, j'aimerais bien voir Corbeau à nouveau. Ok. En sachant que Mensah devrait pas tarder à revenir, si c'est pas déjà le cas samedi. On verra bien les compositions d'équipe et les compositions du groupe très prochainement. Alors pourquoi pas dans ce cas-là, si Mensah revient, pourquoi pas lui le mettre en latéral droit, chose qui avait été faite quelques minutes dans les matchs avant qu'il se blesse. Il avait déjà dépanné. Dans l'état actuel de forme de Vass, pourquoi pas remettre Mensah pour amener un peu de physique, amener un peu de... Voilà, il sait, c'est un défenseur de métier, au placement il est pas mal, il est rapide, pourquoi pas mettre Mensah s'il est prêt physiquement à latéral droit dès samedi. Ok, ouais, c'est une autre possibilité qui pousserait donc à droite encore de la concurrence, ou alors Vass sur le banc. Même Vass, je le mettrais un peu sur le banc pour voilà, parce que peut-être aussi que lui, il a besoin de faire un petit break, de souffler, et puis de faire rentrer au milieu en pendant. Ok. On va terminer sur un aspect qui a fait beaucoup de bruit depuis 24 heures, c'est la déclaration de Pascal Duprat sur RTL, qui est passée en direct sur RTL, mais qui a été reprise sur d'autres médias, qui s'est exprimé sur la fameuse taxe à 75%. Alors beaucoup pensent que comme le TG n'est pas concerné par cette taxe, puisqu'il n'y a pas de joueurs qui gagnent plus d'1 million d'euros par an, en tout cas pas encore, ça c'est sûr. Comme le club n'est pas concerné, c'est un peu facile de dire ça. Quoi qu'il en soit, c'est un des seuls, voire le seul personnage du foot actuel en France qui s'est exprimé contre le principe de la grève. Alors il faut vraiment aller voir très précisément ce qu'il a dit. Il n'est pas contre, il n'est pas pour les 75%, puisqu'il dit qu'en France il y a beaucoup trop d'impositions, que c'est pas le problème, mais que le principe de la grève il pense, d'ailleurs c'est pas très surprenant de sa part, il pense que par rapport à tous ceux qui payent des impôts en France, qui travaillent et qui n'ont pas la même chance que les footballeurs de gagner autant d'argent, que c'est un peu indécent de faire une grève, et que donc en cela il ne comprend pas les présidents. Alors moi j'aurais aimé avoir votre opinion sur cette sortie. On connaît le personnage, donc on n'est pas trop surpris non plus de son opinion, mais j'aurais voulu savoir si quelque part il n'y a pas, c'est pas encore une petite sortie de marquage de territoire par rapport à son président, par rapport aux différents événements actuels. Arnaud ? Alors, sans parler du fait que ce soit, moi j'imagine pas ça comme étant une stratégie ou quelque chose de prévu, mais j'ai vraiment que deux choses à dire, c'est bravo et merci, parce qu'il met tout simplement fin à l'hypocrisie générale qui règne dans le monde du foot depuis l'annonce de cette grève, parce que cette grève elle pénalise qui ? Elle pénalise évidemment les fans, les supporters, tous ceux qui aiment le foot. Elle pénalise absolument pas les joueurs. Je trouve cette grève totalement hypocrite et égoïste de la part des joueurs. C'est cette imposition, c'est autre chose. Le fait de parler de cette imposition, c'est une taxation qui me semble pas avoir lieu d'être, mais ça c'est un autre débat. Mais cette grève-là n'a pas lieu d'être non plus. C'est bravo à Pascal Duprat d'oser parler, et de ne pas suivre le mouvement comme tout le monde le fait. Alors certes, ça ne concerne pas le TG, tu l'as rappelé, mais pour moi, le problème, il n'est pas là, il est complètement ailleurs. Et d'ailleurs, Duprat a dit que si cette grève se faisait, ses joueurs iraient à la rencontre des jeunes, c'est ça ? Alors, pour dire, il me semble que
c'est quelque chose qui est prévu d'un point de vue global. Hein. Je pense que c'est pas concrètement son idée. Je sais plus où c'est que j'ai vu ou entendu ça. Comme quoi, c'était pas si grève il y avait, c'était pas des jours de vacances pour les joueurs. Tous les clubs prévoiraient quelque chose dans le planning des joueurs de ce style-là. Ok, bon. Si ça se fait, alors ça enlèverait un petit peu l'agacement que j'ai. Mais bon, voilà, ça enlève pas le fait que je trouve cette grève ridicule et encore une fois très égoïste de la part du monde du football. Ok. Fred? Difficile sur les réactions donc, de Pascal Duprat. Moi, je suis voilà, d'accord avec lui sur le principe. Après, c'est un peu compliqué. On est dans une situation où quand même là, on part sur la politique. Donc voilà, entre dogme et pragmatisme, c'est un peu délicat. Tout ce qu'on peut dire, c'est que sur cette taxe, c'est contre-productif. Et même si nous, on n'est pas concerné, voilà, peut-être qu'aujourd'hui, le seul moyen de pouvoir un peu se faire entendre, c'est de faire des menaces de grève, faire des menaces de manif. Donc, ça nous dépasse un peu, puisqu'on est quand même très loin d'être concerné. Et donc, c'est difficile de s'exprimer vraiment là-dessus. Ok. C'est vrai que c'est toujours de toute façon compliqué, mais c'est vrai que pour l'extrême majorité des gens, le principe d'une grève pour ce genre de choses est assez spécial à imaginer. Voilà. Bon, ben voilà, on a fait le tour de la question, des questions. Reste plus qu'à se rendre au Parc des Sports samedi soir pour voir Toulouse et espérer une troisième victoire de suite qui ferait beaucoup de bien au moral, au classement et tout ce qui s'ensuit. Encore une fois, face à une équipe plutôt en réussite en ce moment. Donc quand on gagne contre des petites équipes, c'est bien. Quand on gagne contre des équipes qui sont en réussite, c'est bon pour le moral aussi. Donc voilà, ce serait pas mal. On se retrouve en début de semaine prochaine pour débriefer tout ça et commencer à causer du déplacement chez l'un des deux favoris du classement, c'est-à-dire Monaco. Ouais, chez un promu. Oui, chez un promu, on peut voir ça fera partie du débat. Est-ce que Monaco est un promu ou est-ce que Monaco est un prétendant au titre? Voilà. Merci à vous deux pour ce débat d'après-match. Merci à toi. Et les petites présentations habituelles, Arnaud? Alors Arnaud, que vous pouvez retrouver sur Twitter @timotg et que vous retrouverez aussi demain au Parc des Sports à la distribution des programmes à l'entrée du Parc des Sports. Voilà, et encore une fois, faites des photos avec lui. Ça va devenir la mascotte du Parc des Sports. Mieux que Danonino et Rosy. Et donc Fred, retrouvez-moi sur quadsovafans.net et également sur Twitter, mais ça sera assez facile de me retrouver, je pense. Voilà. Ok, à la semaine prochaine alors. Ciao. Ciao. Salut.